L'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et la démission de Justin Trudeau ont bouleversé les pronostics électoraux et ceux qui semblent en profiter le plus, ce sont les libéraux. Avec Alain Reyes, Déborah Cher-Enfant, Victor Enriquez, c'est parti pour 30 minutes avec le ministre libéral sortant, Stephen Guilbeault. Vous savez, dans le cadre de la campagne électorale fédérale, Nouveau Info a lancé une invitation aux chefs des principaux partis pour plonger dans l'arène des débatteurs ici. Le chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney, a décliné l'invitation, mais il nous a envoyé un de ses ministres très connus au Québec, candidat également dans Laurier-Sainte-Marie, Stephen Guilbeault. Bonsoir, M. Guilbeault. Bonsoir. Et je suis le lieutenant du premier ministre. En plus, vous êtes le lieutenant du... Alors, je ne suis pas le chef, mais je suis le lieutenant. L'adjoint du chef pour le Québec. On pourrait dire ça comme ça. Merci d'être là ce soir. Avant de débuter, on va y aller, si vous voulez bien, avec une courte présentation justement de votre chef, Mark Carney, qui demande aux Canadiens de l'élire comme premier ministre. Alors, né le 16 mars 1965 à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest, Mark Carney a grandi à Edmonton. Économiste de formation, il devient gouverneur de la Banque du Canada en 2008, un poste qu'il occupe jusqu'en 2013 avant d'aller diriger la Banque d'Angleterre. En 2020, il revient en fait au pays pour conseiller Justin Trudeau sur la réponse économique à adopter pendant la pandémie. Il est également nommé vice-président du Fonds financier canadien Brookfield Asset Management. Et élu chef du Parti libéral du Canada tout récemment, le 9 mars dernier, M. Carney est devenu le 24e premier ministre du pays à la suite de la démission de Justin Trudeau. Celui qui en est à sa première campagne électorale promet d'aider la classe moyenne en baissant les impôts sur la première tranche de revenus et en doublant le rythme de la construction résidentielle. Il se considère également comme la meilleure personne pour diriger le Canada en pleine crise tarifaire avec les États-Unis. Vous le savez, et c'est évident, je ne suis pas un politicien de carrière. Mais je suis pragmatiste et pressé. Avec mes collègues, j'ai agi rapidement dès mon premier jour comme Premier ministre. Avec tous les premiers ministres des provinces et territoires, on s'est étendu pour mettre fin aux barrières qui freinent leur commerce et la mobilité de la main-d'œuvre. Il nous faut une seule économie canadienne, pas 13. Alors, parlons-en de cette guerre tarifaire, M. Guilbeault. C'est la question de l'urne, tout le monde le dit. Déjà, M. Carney a pris son rôle de premier ministre au sérieux pour faire face à cette crise-là, une crise sans précédent qui aura des répercussions pour longtemps. Là. Avec nos relations avec les États-Unis, ça vient d'être complètement débalancé. Ça va aller au-delà d'un mandat de 4 ans. Est-ce que M. Carney aurait dû consulter les partis d'opposition pour préparer la riposte du Canada? Bien, je pense qu'il a consulté tous les premiers ministres des provinces et des territoires. Il y a eu unanimité lors de plusieurs rencontres sur la marche à suivre. Il a parlé au chef d'opposition. Il a même donné son numéro de téléphone cellulaire à Yves-François Blanchette, ce que le premier ministre Trudeau n'avait... C'est tout récent, ça, par exemple. Oui, c'est tout récent. Mais je pense pas qu'il ne veut pas parler au chef de l'opposition, mais ce qui pressait le plus, c'est de s'entendre avec les provinces et les territoires pour avoir une approche commune face aux États-Unis. Parce que les partis d'opposition jouent un rôle important à Ottawa, mais c'est vraiment avec les provinces et les territoires. On ne voulait pas, et on l'a vu au début, il y a eu une certaine cacophonie quand M. Trump a commencé, des premiers ministres qui ont sorti et qui ont dit une chose et son contraire. Oui. Là, c'est important qu'on ait une approche commune, ce que nous avons maintenant. J'ai une question pour vous, votre chef, Mark Carney. On l'a vu dans la campagne, mais aussi lors des débats. Il a une approche un peu de non-bagarreur. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne attitude pour contrer ou pour faire face à Donald Trump? Bien, on n'a pas beaucoup d'expérience jusqu'à maintenant, mais on voit que le ton du président Trump a changé par rapport à M. Carney. Avec le ton que le président avait avec M. Trudeau. Il parlait du gouverneur Trudeau, il parlait du 51e État. Depuis que M. Carney est arrivé, il parle du premier ministre Carney. Il n'a plus parlé du 51e État. Le mandat de M. Trump est encore à ses tout débuts. Les choses pourraient changer, mais il semble y avoir eu un changement de ton de la part du président américain face à M. Carney par rapport à M. Trudeau.
On va prendre ça comme une bonne nouvelle, mais on va se garder une petite gêne aussi. C'est clair. On en parlait d'ailleurs autour de cette table. Ce changement de ton-là, reste à voir que ça durera également. Exact. Parlons d'environnement. Vous êtes connu pour votre militantisme écologique. Vous avez été ministre dans l'Environnement pendant presque 4 ans. Dès son assermentation, M. Carney a annoncé l'abandon de la taxe carbone. Oui. C'est quelque chose qui vous tenait quand même à cœur, cette Oui. taxe carbone. Ça a été quoi votre réaction quand il vous en a parlé? Bien, j'en avais parlé avec lui, bien sûr, avant l'annonce. Il faut dire qu'à l'époque, le candidat à la course à la chefferie, Mark Carney, la candidate Chrystia Freeland, le Parti néo-démocrate au niveau fédéral et même des groupes écologistes disaient il faut abandonner le volet consommateur de la tarification carbone parce qu'on garde toujours le volet industrie, donc pour les grands pollueurs, qui nous donne 3 fois plus de réduction de pollution quand même. Mais le volet consommateur, largement à cause d'une campagne de désinformation du Parti conservateur du Canada, était devenu très impopulaire auprès de nombreux électeurs. Et les gens sentaient que c'était une bataille perdue, qu'on allait perdre beaucoup de capital politique et que ça allait nuire à l'ensemble du dossier de la lutte au changement climatique. Alors, mais moi, je continue de penser que c'était une bonne politique publique, qu'on a eu de la misère à expliquer publiquement et qui est devenue très impopulaire. Donc, je comprenais très bien la raison de l'abandon de ce volet-là de notre plan de lutte au changement climatique. Mais on a quand même beaucoup d'autres choses dans le plan. Là. Il reste une centaine de mesures. Et le plan fonctionne. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'alors que l'économie augmente au Canada, la pollution diminue. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Il faut que ça diminue encore plus et plus rapidement. Et le premier ministre et moi avons beaucoup discuté de ça. Vous savez qu'il était le conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies sur la lutte au changement climatique, notamment au niveau de la finance climatique. C'était le seul conseiller que le secrétaire général de l'ONU avait là-dessus. Donc, M. Carney est quelqu'un qui connaît très bien ce dossier-là et avec qui, moi, j'ai très hâte de pouvoir travailler, évidemment, si on gagne la prochaine élection. Justement, quand M. Carney est arrivé comme premier ministre, une des premières décisions qu'il a prises en formant son cabinet, ça a été de vous retirer l'environnement pour vous nommer à la culture, Identité canadienne et Parc Canada. Est-ce que vous êtes senti mis de côté, justement, sur cet enjeu-là, qui est un peu l'enjeu de votre vie, l'environnement? Bien, en fait, je vous dirais que j'ai un peu le meilleur des deux mondes, parce que Alain et moi avons été vis-à-vis quand j'étais ministre du patrimoine. Il était critique pour le Parti conservateur. J'ai beaucoup aimé les 2 années que j'ai passées au ministère du patrimoine. J'y reviens, mais je suis encore ministre de tout ce qui est nature, biodiversité, Parc Canada. Et le premier ministre m'a demandé de travailler à la fois sur nos langues officielles, sur la culture et sur notre environnement, l'attachement qu'on a à notre territoire pour bâtir cette notion-là d'identité canadienne, de culture. Pour lui, ça fait partie de ça. Donc, je suis encore ministre de l'Environnement, en partie, et ministre du patrimoine. Mais vous avez quand même perdu ce ministère-là, qui est le grand ministère de l'Environnement, dans lequel plusieurs personnes vous voyaient. Ça allait de soi pour vous. J'en garde un bout. Un bout. Oui, malgré ce bout que vous gardez, on sent quand même la déception. On peut l'imaginer si on veut. Est-ce que, au-delà du monde de la politique qui peut être très difficile, est-ce que vous avez déjà songé à quitter la politique après cette décision-là ou peut-être avant ou après? Bien, moi, je me vois pas comme un politicien de carrière. Je pense pas que je vais faire ça pendant 20 ans. Je suis venu en politique pour essayer de faire avancer les questions environnementales. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont progressé, pas juste à cause de moi, là, mais au cours des dernières années, que ce soit, je donnais l'exemple du climat tout à l'heure, mais lorsqu'on arrive au pouvoir en 2015, le Canada ne protège pas 1 % de nos océans, de nos espaces côtiers. Aujourd'hui, on est rendu à 20 %. L'objectif de la COP 15, pour ceux et celles qui s'en rappellent, à Montréal en 2022, c'est de protéger 30 % du territoire en 2030. Donc, on a fait des progrès de géant au Canada. Puis non seulement ça, mais on a réussi grâce au Canada, il y a 194 pays qui sont entendus pour dire ensemble, on va protéger 30 % de la planète. Et moi, je peux continuer à travailler là-dessus au cours des prochaines années. Quand votre chef a annoncé dans une de ses promesses électorales qu'il veut instaurer un corridor énergétique, c'est quelque chose, je me rappelle dans le temps que j'étais avec les conservateurs, qu'on avait même mis de l'avant. On sait qu'au Québec, particulièrement en termes d'accessibilité sociale, il y a comme un nœud, là, je pense qu'il va être tough à passer. Mais est-ce que ça n'envoie pas un message, parce qu'on pense tout de suite aux pipelines, on pense au gaz, est-ce que c'est pas un recul face à tout l'enjeu de l'environnement, des changements climatiques? Dans l'annonce que le premier ministre a fait, donc où il veut faire du Canada une superpuissance énergétique, on parle de, par exemple, au niveau de l'électricité, la majorité de nos infrastructures d'électricité à l'extérieur des provinces canadiennes, c'est nord-sud. C'est vers les États-Unis. Donc, on exporte vers les États-Unis, on importe de l'électricité des États-Unis. Il y a très, très peu d'échanges entre les provinces canadiennes. C'est ça qu'on veut changer.
Et dans le communiqué de presse, c'est très clair, on veut créer un réseau électrique Est-Ouest pour permettre au Québec de vendre aux provinces atlantiques, de vendre à l'Ontario, pour permettre à la Saskatchewan d'acheter du Manitoba, l'Alberta d'acheter de la Colombie-Britannique. Mais on s'entend que quand ça a été avancé, c'était vraiment dans une optique, en termes de vente, de permettre au pétrole de l'Ouest d'aller vers l'Est. Je comprends qu'on rajoute à l'intérieur le réseau hydroélectrique et tout ce qui pourrait arriver là-dessus, d'électricité, pour que le Québec puisse vendre en Ontario. Mais on s'entend que c'était un peu ça l'objectif pour sécuriser les gens de l'Ouest. Les ventes de gaz au Canada, de gaz naturel, ont augmenté de 8 dans les 10 dernières années. Les ventes d'électricité renouvelable de plus de 50 dans les 5 dernières années. Il y a un boom, même en Alberta, un boom au niveau de l'électricité renouvelable. C'est vraiment dans ça qu'il y a le plus d'investissement. On parle de pipeline, le pipeline Trans Mountain, donc qu'on a acheté, toutes et tous, qui va de l'Alberta vers la Colombie-Britannique, est utilisé présentement à 40 de sa capacité. Alors, avant de dire on va construire un nouveau pipeline, on va toujours bien utiliser celui-là à 100 puis on n'est pas rendu là. Bon. Voilà pour le sujet, ce gros sujet de l'environnement. Je vous rappelle que dans le cadre de la campagne électorale, les débatteurs accueillent les différents partis. C'est le ministre sortant, candidat libéral de Laurier-Sainte-Marie, Stephen Guilbeault, et lieutenant libéral au Québec, qui est avec nous ce soir. On poursuit notre discussion au retour. On est de retour aux débatteurs avec notre invité ce soir, Stephen Guilbeault, qui est avec nous ce soir pour nous parler du Parti libéral dans le cadre, bien sûr, de cette campagne électorale fédérale. Monsieur Guilbeault, vos adversaires répètent tout le temps que le Parti libéral, sous Justin Trudeau ou sous Mark Carney, c'est du pareil au même. On dit les mêmes ministres, les mêmes candidats. Certains reviennent même, parce qu'on se souvient qu'il y en a qui ont dit qu'ils n'allaient pas se représenter. Puis quand ils ont vu que c'était Mark Carney, finalement, ils sont dans cette campagne électorale. Est-ce qu'il y a une différence entre Mark Carney et Justin Trudeau? Puis si oui, c'est quoi la différence? Bien, il y en a plusieurs. Leur expérience, Monsieur Trudeau était professeur. Mark Carney est un banquier, vous l'avez dit, Banque centrale du Canada, le seul non-britannique à être gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Il a travaillé dans le secteur privé, dans le secteur de l'investissement, notamment des énergies renouvelables. Brookfield est le plus grand investisseur privé pour les énergies renouvelables au Canada et même deuxième dans le monde. Donc, oui, ce sont deux personnes très, très, très différentes. Le premier ministre Trudeau, qui était une personne plutôt très, très, très chaleureuse. M. Carney, qui est quand même un peu plus réservé. Je le connais depuis avant son arrivée en politique. On a travaillé ensemble, mais... Peu d'expérience en politique, pas d'expérience en politique. Est-ce que vous l'entendez, ça, sur le terrain, cette préoccupation? Est-ce que des gens sont préoccupés du fait qu'il y ait très peu d'expérience en politique? Pas beaucoup. Non? Pas beaucoup. Moi, j'ai parlé à des centaines de personnes au cours des dernières semaines, soit à la porte, au téléphone. Et en fait, on pourrait penser que normalement, ça serait un handicap que quelqu'un n'ait pas d'expérience. Et on dirait que les gens ont envie de quelqu'un qui a un profil un peu différent cette fois-ci. À cause du contexte? Probablement à cause du contexte. Vous nous parlez des différences de style, mais il y a aussi, on a l'impression qu'il y a une différence aussi en termes de philosophie politique. On sent un virage un peu à droite du gouvernement. Est-ce que ce changement-là, il est réel? Est-ce que vous sentez, vous aussi, ce changement-là? Et pourquoi ce changement aussi de cap? Peut-être un certain recentrage. Je pense qu'ils vont avoir une façon s'il est élu, si nous gagnons l'élection et qu'il continue d'être premier ministre, je pense que M. Carney va avoir une façon différente de faire les choses de celle de M. Trudeau. C'est inévitable. Ce sont des personnes différentes. Mais, je veux dire, fondamentalement, il croit que l'économie devrait être au service de la population et non l'inverse. Je vous le disais tout à l'heure, M. Carney est fondamentalement convaincu qu'un des grands enjeux auxquels on doit faire face, c'est la lutte au changement climatique. Présentement, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a un enjeu qui est plus pressant que ça, mais dans notre plateforme, il y a plusieurs éléments sur la lutte au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, parce que ça n'arrête pas non plus. Donc, moi, je m'attends à certaines différences, mais fondamentalement, ça sera pas... On va reconnaître le Parti libéral. Pas de virage à droite pour vous. Non. Mais en même temps, Victor posait la question, un virage un peu plus à droite, on va dire centre-droit peut-être, mais quand on regarde les promesses qui ont été faites, les premières actions de Mark Carney, il faut rendu voir, l'abolition de la taxe carbone, on en a parlé tantôt, baisse d'impôts. Il laisse sous-entendre qu'il y a un certain ménage qui va être fait dans la fonction publique, là, que ce soit dans les programmes. Ce que M. Trudeau s'est engagé à faire, qui avait commencé à faire également. Le fonctionnaire avait pas mal augmenté pendant cette période-là, malgré tout. Alex, ce sont des promesses que tu as déjà entendues. Je les ai même critiquées à certains moments. Bon, maintenant, il y a eu l'interlude de 2 ans, mais
on sent qu'il y a plusieurs éléments que les conservateurs, on parlait du corridor énergétique, c'est dans l'ancienne plateforme électorale des conservateurs. On sent vraiment est-ce que, comment je dirais ça? Vous êtes inspiré des conservateurs? Vous êtes inspiré du fait que la population, c'est ce qu'elle demande en ce moment, puis vous êtes adapté? Je ne suis pas sûr qu'on s'est inspiré des conservateurs, honnêtement, mais je pense que nous constatons toutes et tous, politiciens, politiciennes au niveau fédéral, provincial, municipal, que si on met de côté pendant une seconde la question de l'administration Trump, les enjeux d'abordabilité, de logement, de sécurité dans certaines de nos grandes villes, c'est des enjeux qui reviennent. Alors, il n'y a pas un parti qui a le monopole de ça, puis le monopole des solutions, puis tout le monde dit qu'il faut construire plus de logements. Après ça, dépendamment de quel parti politique on est, bien, on va le faire de telle façon, de telle autre façon, mais il n'y a personne qui dit non, il ne faut pas faire plus de logements ou il ne faut pas que nos villes soient plus sécuritaires. Je pense qu'il faut être, en tant que parti politique, il faut être en mesure de répondre à ce que les gens nous disent quand on leur parle. Puis moi, je pense que c'est de là qu'émergent nos positions. Mais en même temps, avant la crise tarifaire, on regardait les sondages, c'était clair que c'était pas vers les libéraux que ça se dirigeait. Là. C'était vers les conservateurs, une victoire assez claire des conservateurs. Tout a changé. On peut quand même penser que ça a inspiré le parti à faire son recentrage. Bien, moi, je l'entendais beaucoup. Je pense qu'Alain l'entendait beaucoup. Les gens, après 10 ans, étaient tannés du premier ministre Trudeau. Puis, dans les démocraties, là, on a vu la même chose avec Stephen Harper, on a vu la même chose avec M. Mulroney, puis on voit ça ailleurs dans le monde aussi. Là. Quand les partis ont fait 2 mandats et demi, 3 mandats, généralement, les gens ont le goût de changement. Et ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que c'est un nouveau premier ministre libéral qui incarne ce changement-là, plus que Pierre Poilievre, par exemple. Du moins jusqu'à maintenant, selon ce qu'on voit dans les sondages. Mais moi, je pense qu'entre le départ de M. Trudeau, l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, il y a vraiment eu un réalignement en termes de l'opinion publique. Recentrage, virage au changement, bref, peu importe le mot qu'on va utiliser, mais on est à une semaine des élections. Qu'est-ce que vous répondez aux électeurs qu'on peut juger progressistes, plus de la gauche, mais qui ont suivi le gouvernement libéral au cours des 10 dernières années, on va dire, qui ont suivi les décisions, les prises de position, des valeurs, encore une fois, plus progressistes, qui sont peut-être devant un dilemme aujourd'hui en se disant, est-ce que je vais voter blanc parce que je me reconnais plus dans ce Parti libéral du Canada, un petit peu plus à droite, mais je ne veux pas non plus voter stratégique. Vous leur répondez quoi aujourd'hui, M. Guilbeault? Bien, je leur dirais, bon, j'en connais, moi, je prétends être un progressiste moi-même, et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce camp-là. Nous, contrairement aux conservateurs, nous croyons fondamentalement à la lutte au changement climatique. Nous maintenons la tarification carbone pour les grands pollueurs. M. Carney veut aller encore plus loin là-dessus. On maintient des programmes comme le programme de soins dentaires, qui est un programme très populaire, qu'on a réussi à bâtir avec l'aide du NPD. Bon, c'est quand même notre gouvernement qui a négocié avec chacune des provinces et territoires ces ententes-là. On veut continuer à investir dans le logement social. Il n'y a rien dans le logement social dans la plateforme du Parti conservateur. Donc, il y a énormément d'éléments pour les gens qui se définissent comme progressistes. Puis je pense que la différence entre nous, par exemple, et le NPD, c'est qu'on a démontré que nous étions capables de mettre en œuvre ces choses-là. Le NPD peut proposer des choses, mais jusqu'à maintenant, il a été... parce qu'il n'a jamais été au pouvoir, il n'a jamais été capable de les mettre de l'avant. Rapidement, avant d'aller à la pause, je vais vous parler du français de votre chef. Ça a fait beaucoup parler dès la campagne, à la course, en fait, à la direction du parti. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Est-ce qu'au Québec, particulièrement dans votre circonscription, il y a beaucoup de francophones, le malaise, il est là? Pas du tout. Non? Il y a je vous jure, là, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être être sceptiques, là, et vous avez le droit d'être sceptique. Là. Il y a presque personne à la porte qui me parle de ça. J'étais à Trois-Rivières aujourd'hui pour aider notre candidate. C'est la 2e fois que j'allais. On a cogné à des dizaines et des dizaines de portes pendant des heures. Personne ne m'a parlé du français de Mark Carney. Et les erreurs, par exemple, quand il a parlé de Mme Provost, il a dit Pronovo à la place. Puis là, est-ce qu'on vous en parle encore, ça? Ça non plus. Non, les gens... Je ne sais pas si c'est parce qu'il est nouveau, mais les gens semblent lui excuser beaucoup de choses. Encore peut-être à cause du contexte en ce moment. Peut-être à cause du contexte. Là, on s'arrête quelques minutes. Au retour, on vous propose quelques questions en rafale. Vous allez voir, ça va aller très vite. On s'arrête. À tout de suite.
On est de retour au débatteur. C'est le moment des questions en rafale. Vous allez voir, ça va vite. Vous répondez. On a des choix de réponse. Donc, un mot, une courte phrase peut-être. Alors, on a parlé tout à l'heure du français de votre chef. Vous dites que sur le terrain, on vous en parle pas trop, mais sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnez-vous à son français? La même qu'il s'est donnée, 6 sur 10. Ah, pas de chance à prendre avec ça. Si vous êtes réélu et que M. Carney est élu premier ministre, il vous offre un ministère. Lequel choisissez-vous entre patrimoine, transport, environnement? Moi, j'adore ce qu'il m'a proposé. Je suis ministre du patrimoine, donc des arts et de la culture. Je garde un bout de l'environnement et lieutenant du Québec, c'est vraiment super. Vous êtes dans une réunion du cabinet. Vous devez faire avancer un projet vert. Qui, c'est le plus facile de le faire avec le ministre des Finances ou des Transports? Bonne question. Je dirais le ministre des Finances. Okay. Pourquoi? Bien, François-Philippe est quand même très intéressé par ces questions-là, technologie propre, investissement vert, énergie renouvelable. Oui. C'est une question de personnalité. Quel est le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent? Vélo, marche, métro, le REM quand il fonctionne? C'est vraiment le vélo pour moi. Dans la campagne, quand je suis dans ma circonscription, j'ai fait 220 km depuis le début de la campagne en vélo, 200 km à pied. Alors, mais c'est vraiment le vélo. Comment ce soir? J'ai fait 4 km en vélo et le reste, j'ai covoituré avec ma collègue. Donc, cocktail transport. Demain, c'est le jour de la Terre. Si vous pouvez imposer une seule habitude écolo à tous les Canadiens, une seule, ce serait quoi? Mon Dieu, je pense que le plastique, la lutte à la pollution plastique, on en parle moins dernièrement, mais on retrouve des microplastiques dans le corps humain. On en retrouve partout dans notre environnement. Il y en a dans l'eau. Ouais. Plus on va éliminer ça rapidement, c'est un problème de santé publique, c'est un problème d'environnement. Bon, je sais quoi la politique. Stephen Guilbeault, c'est stressant la politique, c'est difficile, ça demande du temps. Il fait quoi, Stephen Guilbeault, pour se changer les idées? Il y a 4 enfants. Puis j'essaie de me garder en forme, ça m'aide beaucoup aussi. Oui. Si un jour vous quittez la politique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça, c'est une excellente question. Je pense que je vais continuer à travailler dans le domaine de l'environnement d'une façon ou d'une autre, puis peut-être un peu plus dans le domaine des arts et de la culture aussi. Destination de vacances où vous ne pouvez pas covoiturer, il ne faut pas que ce soit au Québec. C'est quelle destination vous choisissez? J'aime beaucoup la côte ouest. J'ai fait du kayak à plusieurs reprises avec des dauphins. Une fois, on était entouré d'un banc de dauphins au nord de l'île de Vancouver. C'est assez magique. Magnifique, oui. En effet, magnifique région. Hey, vous avez été pas mal bon pour répondre à nos questions. On les a toutes passées ce soir. Monsieur Guilbeault, pas de vacances pour les 6 prochains jours, pour plusieurs semaines même. Alors, bonne fin de campagne électorale. Bien sûr, on invite les gens à voter, si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Bye-bye. Bonne nuit, à demain.